Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour du nouveau bac, présenté tout à l'heure par Jean-Michel Blanquer. On en connaissait déjà bien les contours, on a maintenant une version officielle. 4 épreuves écrites, un grand oral de 20 minutes devant un jury de 3 personnes, une dose de contrôle continu, 40% via des partiels qui viendront ponctuer les années de première et de terminale. Le rattrapage est finalement maintenu, les séries L, ES et S sont supprimées. Ce sont des confirmations, mais c'est tout de même une petite révolution. Gare aux effets pervers et aux inégalités, nous disent les détracteurs de la réforme. Nous en débattrons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Mickaël Darmon à Guillaume Duval. Nous reviendrons notamment sur les sorties assez surprenantes d'Emmanuel Macron hier soir lors d'un échange avec 120 journalistes. La France frappera en cas de preuve avérée d'armes chimiques en Syrie, dit le chef de l'État. Oui au service national avec une partie obligatoire de 3 à 6 mois. Il n'exclut pas non plus la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Bref, autant de questions sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. L'entretien du jour, nous recevons le comédien et écrivain Philippe Torreton. Il publie « Nous qui sommes devenus le mauvais temps ». C'est une série de témoignages fictifs de ceux qui souffrent au travail. Infirmières, policiers, profs, caissières. Une manière pour l'artiste engagé de pousser un vrai coup de gueule contre le fonctionnement de notre société. Mais d'abord, ce bac que les élèves de 3e actuels seront les tout premiers à passer en 2021. Beaucoup s'inquiètent, profs, élèves, spécialistes de l'éducation. Pourquoi ces craintes? Quels sont les arbitrages qui posent question? On va en parler avec nos invités. D'abord un point sur les annonces avec Nelson Guetten. Le marathon des épreuves du mois de juin est définitivement terminé. Le nouveau baccalauréat ne comptera plus que 5 épreuves contre plus de 10 jusqu'à maintenant. En première, l'épreuve de français est maintenue, mais en terminale, les élèves plancheront sur 2 épreuves de spécialité au mois de mai. Au mois de juin, la réforme prévoit une épreuve de philosophie et le nouveau grand oral présenté cet après-midi par le ministre de l'Éducation. Un oral qui dure 20 minutes. Cet oral correspond à un projet présenté par l'élève. L'élève s'est préparé à ce projet pendant 2 années, pendant son année de première et son année de terminale. Mais cet oral et les 4 épreuves écrites ne compteront que pour 60% de la note finale de l'examen. Les 40% restants proviendront du contrôle continu pour 30% et des notes en première et en terminale pour 10%. Autre changement annoncé par le ministre, la suppression des filières littéraires, scientifiques et économiques pour la voie générale. Nous voulons aussi éviter les hiérarchies artificielles entre les séries, de façon à ce qu'on choisisse des spécialités, non pas pour se conformer à une hiérarchie des séries, mais pour se conformer à de véritables choix. Cette réforme voulue par Emmanuel Macron et inspirée du rapport de l'universitaire Pierre Mathiot sera effective en 2021. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Jean-Claude Carle. Bonsoir, vous êtes sénateur LR de Haute-Savoie, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Thomas Lecor, porte-parole du syndicat général lycéen. Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Et Valérie Sipa-Imalani, secrétaire générale adjointe au SNES-FSU, syndicat national des enseignements de second degré. C'est le premier syndicat de l'éducation nationale. Merci à tous les 4. Justement, Valérie Sipa-Imalani, la principale critique de votre syndicat, d'après ce qu'on lit, c'est ce bac va creuser les inégalités. Expliquez-nous pourquoi. À cause de la quantité de contrôle continu, nous pensons que le contrôle continu, il est trop dépendant de l'établissement dans lequel l'élève étudie, pour des raisons qu'on connaît bien, qui sont des biais d'évaluation connus. Et donc, passer de rien du tout pour le bac à 40% de contrôle continu, c'est trop. Alors, on nous dit oui, mais le contrôle continu est déjà pris en compte pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est vrai, c'est le cas actuellement. Mais ce contrôle continu, il est confirmé par les épreuves terminales du baccalauréat. Et donc là, supprimer les épreuves terminales du baccalauréat, pour nous, ça devient un bac d'établissement et ça va mettre en difficulté les élèves des milieux populaires. Alors, on a quand même des détails sur ce contrôle continu. Le ministre nous parle donc au sujet de ces fameux partiels. Je le cite, ce sont des épreuves communes partout en France. Est-ce que c'est pas un petit peu moins inégal que prévu finalement, Jean-Claude Carle? Mais écoutez, l'inégalité, elle existe aujourd'hui. Un fils d'ouvrier a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant et de cadre supérieur. Alors je ne pense pas que la réforme qui est proposée aggrave encore ces inégalités, parce que ça serait effectivement dramatiquement. Au contraire, je pense qu'elle les corrige, parce qu'elle mixe à la fois le contrôle continu et l'examen lui-même, c'est-à-dire qu'il met en condition le jeune
quand il sera confronté dans sa vie universitaire ou dans sa vie professionnelle. C'est d'ailleurs l'intérêt du grand oral, ce jury. Et ce jury, moi, je souhaite d'ailleurs qu'il soit complété, qu'il ne soit pas uniquement composé d'enseignants du secondaire, mais qu'il y ait des universitaires, qu'il y ait des représentants du monde socio-économique et des élus locaux. Thomas Lecor. Alors moi, j'aimerais juste réagir par rapport à cette épreuve du grand oral. Moi, je considère que cette on va y venir. Moi, je voudrais d'abord pardon, mais nous sommes sur le contrôle continu. Est-ce que oui ou non, ça creuse les inégalités? Évidemment que ça creuse les inégalités, parce que effectivement, même si des efforts sont faits pour que les épreuves soient planchées, qu'elles soient corrigées effectivement anonymement, c'est mieux que dans le rapport Mathiot. Mais à mon avis, évidemment, qu'entre un lycée de centre-ville, évidemment qu'entre le lycée Louis-le-Grand et un lycée de banlieue, évidemment qu'on n'aura pas les mêmes résultats. C'est évident. Et évidemment que c'est-à-dire les notes seront plus sévères à Louis-le-Grand. Les critères de notation seront différents, évidemment, oui. Ça, c'est un argument qu'il faut entendre. Non, pas du tout. Alors, je ne peux que réagir. Enfin, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur quels critères on est choisi pour rentrer en DUT, en classe préparatoire? Vous parliez des grandes écoles. Aujourd'hui, on est choisi uniquement sur les notes de première et de terminale, alors que là, ce sera un peu mieux, puisqu'on sera choisi sur des notes. Alors, il y aura les notes de première et terminale, 10%, mais 30% des examens blancs, des sortes de partiels qu'on passera, et là, ce sera noté par des professeurs de l'extérieur, etc. Donc, ce sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est déjà choisi, il y a déjà des différences selon le bac, selon l'établissement dont on vient. Par exemple, imaginez que vous postulez au lycée privé, au lycée Henri IV en classe préparatoire. Lorsque vous venez d'un lycée, du lycée de banlieue par exemple, qui est moins coté, le proviseur du lycée Henri IV, il a des coefficients pour chaque établissement. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Si vous voulez rentrer à Dauphine, par exemple, vous imaginez bien que votre 12 du lycée de Bobigny, c'est pas tout à fait le même 12 que le lycée Franklin dans le 16e. Eh bien, il y a là aussi des coefficients par établissement pour ces filières sélectives. Donc, en fait, déjà, aujourd'hui, d'être premier dans un lycée et vous êtes 10e au lycée Henri IV, c'est pas tout à fait la même chose que d'être 10e au lycée de Bobigny. Valérie Sipaï-Malani, selon un rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire rendu en 2016, la France est déjà le pays champion des inégalités scolaires au sein de l'OCDE. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que le contrôle continu, ce n'est pas aussi finalement la fin du bachotage et un travail plus régulier de l'élève? Deux choses. Déjà, le contrôle continu, ce que le ministre propose, c'est de mettre en place des bacs blancs, 2 en première et 1 en terminale. Donc on va perdre des heures de cours parce qu'on va instaurer ces bacs blancs. Donc ça va diminuer les horaires d'enseignement pour tous les élèves du lycée. Quand on fait un bac blanc, la machine s'arrête dans un lycée. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que dit le rapport du CNESCO, c'est que l'ensemble des pays de l'Union européenne est en train de remettre en place des baccalauréats un peu partout, parce que justement, avoir une norme extérieure par un examen national avec des sujets nationaux a du sens. Et c'est justement ce qui manque à un certain nombre de pays. Et donc le CNESCO, au contraire, montre que le baccalauréat a du sens. Parce que quand vous dites actuellement ça ne fonctionne pas, on aurait pu trouver une autre solution. C'est-à-dire de prendre les épreuves nationales, de les avancer un tout petit peu, de prendre Parcoursup, de le retarder un tout petit peu et de mettre les résultats des épreuves nationales dans Parcoursup. Au lieu de quoi, on nous dit, comme ça ne fonctionne pas, on renforce le contrôle continu, y compris pour le diplôme. Là, pas seulement pour l'orientation. C'est devenu une usine à gaz, le bac. Il y a une quinzaine de matières, il y a énormément d'erreurs, en fait, pendant les épreuves du bac. Tout le monde est d'accord sur le constat, en tout cas. Non, ça coûte très très cher, ça mobilise les gens pendant un mois, c'est-à-dire il n'y a pas cours au lycée, il n'y a pas cours parfois au collège, puisque parfois c'est des établissements qui font collège-lycée, donc ça fait un mois de cours en moins, et puis ça coûte, on parle de 100 prix... 100 € par élève. Tout de même, il y a des prix qui circulent qui sont beaucoup plus élevés. Évidemment, si vous comptez les profs, mais quand vous faites des bacs blancs, quand même. Mais oui, d'accord, mais moi, que je sois en train de corriger le bac ou que je sois en train de corriger le bac blanc, de toute façon, l'éducation nationale me paye pareil. Donc le coût ne va pas diminuer, nombre de matières il va au contraire augmenter. En inflation totale. Quand vous faites 3 bacs blancs pour une matière, ça va vous coûter plus cher que passer une seule fois une épreuve terminale du bac. Jean-Claude Carle, tout de même, sur cette question des pays européens qui seraient en train de faire un retour en arrière vers un retour du contrôle terminal. Ça, je ne suis pas assez qualifié pour pouvoir juger. Simplement, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Le bac, il n'est pas
Oui. Le bac, il est adapté, j'allais dire, à la société d'aujourd'hui, alors que nous sommes encore sur les standards des années 50. Or, notre société, elle a évolué. Les nouvelles technologies de communication ont compressé la notion d'espace-temps. Il faut être réactif, et c'est la proposition donc, que fait Jean-Michel Blanquer de l'adapter aux besoins aujourd'hui de l'économie. Et c'est vrai que l'organisation du bac coûte cher, c'est vrai, et elle pénalise l'ensemble du secondaire, puisqu'on sait très bien que le dernier trimestre est réduit à sa peau de chagrin, alors qu'on a une année qui comporte 144 jours de cours, qui est la plus courte des pays européens, donc il faut là aussi essayer de regagner quelques jours pour l'ensemble du secondaire. Surtout, le bac ne servait plus à rien, puisque de toute façon, les jeux étaient faits déjà avant même les résultats du bac, puisque finalement, le bac... avant les résultats du bac, on savait si on était pris à la fac. Ah, pour les études supérieures, vous voulez dire. Oui, sous réserve des résultats, parfois sous réserve d'une mention. Oui, mais non, pas du tout. Mais en fait, finalement, vous êtes en train de dire que vous êtes en train de défendre le moins 10 ans. Parce que quand on parle aussi du mois de juin, ce que nous a dit le ministre avant-hier, c'est que pour faire passer le grand oral, il faut à peu près 7 jours. C'est la durée actuelle des écrits. Donc de toute façon, on ne gagnera pas du tout de temps sur le mois de juin, on va avancer puisque les profs seront en train de faire passer le grand oral. Sur le sujet que vous vouliez aborder, Thomas Lecor, une des grandes nouveautés de ce bac, effectivement, on en parle beaucoup, c'est l'épreuve orale. Je voudrais qu'on regarde ensemble les propos de Cyril Delay, qui est professeur d'art oratoire à Sciences Po. Voilà ce qu'il nous dit. C'est un levier très puissant d'égalité des chances, un outil puissamment démocratique, mais uniquement s'il y a un enseignement des techniques et que c'est un vrai oral et non une transposition de l'écriture. Qu'est-ce que vous avez contre ce grand oral, Thomas Lecor? Alors moi, sur le principe, j'ai pas de problème avec ce grand oral. Je pense que dans notre société, c'est très important d'apprendre à parler et d'avoir une finalité avec cette épreuve de grand oral qui d'ailleurs maintenant va s'appeler oral de maturité. Ça veut pas tout tout dire... à fait confirmé par les autorités encore. Hein. Oui, en tout cas c'est ce que j'ai lu. Mais le problème c'est toujours pareil, c'est l'application. Aujourd'hui, quels sont les élèves qui sont amenés à s'exprimer à l'oral et surtout à s'exprimer bien à l'oral? C'est l'élite d'une classe, c'est toujours les meilleurs élèves. Aujourd'hui, de la 6e à la terminale, on entraîne les élèves à écrire. On entraîne les élèves à faire des dissertations. On les entraîne pas à mettre parler. Un grand oral au bac, c'est pas justement changer les choses et oui, peut-être proposer de l'oral tout au long de l'année pour préparer. Mais la question, c'est avec quels moyens? Aujourd'hui, regardez la fiche qui nous a été donnée sur les quotas d'heures, etc. Est-ce que vous voyez un temps horaire qui va être accordé justement à la préparation de ce grand oral? Est-ce qu'on va donner la possibilité à tous les élèves justement de préparer ce grand oral? Pour l'instant, non. Donc, dans l'état actuel des choses, ce grand oral, c'est une aubaine pour les très bons élèves, mais par contre, pour les élèves en difficulté, ça va être une catastrophe. Surtout. Vous êtes un peu dans la caricature, il y a des très bons élèves qui savent absolument pas s'exprimer à l'oral. Oui, non, c'est vrai que j'ai tendance à caricaturer un peu là-dessus, mais je voudrais simplement finir sur le fait qu'en plus de ça, on nous demande de préparer un grand oral sur 2 ans, donc sans horaire pour l'instant. Il faut aussi être dans la réalité de ce qui se passe dans nos lycées. Aujourd'hui, on n'a jamais demandé à des élèves de préparer un tel dossier sur 2 ans de cette manière-là. Déjà, avec l'épreuve actuelle des TPE, on se rend compte que les élèves n'ont pas forcément les méthodes, n'ont pas forcément l'apprentissage pour vraiment organiser un projet sur le long terme. Donc là, ce grand oral sur 2 ans, ça permettra justement à des élèves qui ont des difficultés à l'écrit, pour s'exprimer en orthographe, etc., de rédaction, justement, une deuxième chance. Donc je suis pas tellement d'accord avec ce que vous voulez dire. Est-ce que ça pose tout de même un petit problème par rapport à la subjectivité que ça pourrait introduire dans l'épreuve du baccalauréat? C'est-à-dire un élève qui vient, qui se présente, qui est effectivement immédiatement jugé par rapport à son comportement, par rapport à, je ne sais pas, ses piercings, ses vêtements. Est-ce que ça introduit un peu de subjectivité et dangereux? Mais l'oral est présent dans tout le supérieur ou dans le monde professionnel. Bien sûr, quand vous présentez un travail, si vous avez un piercing alors que c'est mal vu, il vaut mieux pas en avoir, etc. Donc, ce sont des élèves qui vont passer des oraux pour rentrer dans des écoles, pour être admis en école de commerce, donc en vous DUT, nous dites, ça etc. prépare. En BTS, pour passer ceux qui vont en apprentissage devront passer des oraux pour trouver une entreprise, etc. Donc, évidemment, ça prépare à l'enseignement supérieur. Jean-Claude Carr ? Oui, d'abord, ça ne s'appliquera qu'en 2021, c'est-à-dire aux jeunes qui sont en 3e aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a le temps de les préparer justement à l'expression orale qui est aujourd'hui, qui fait partie de notre société. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir convaincre, et c'est important. D'où la nécessité de la composition du jury. J'y reviens. Vous savez, j'ai participé à un certain nombre de jurys. Quand je vois les questions que posent les spécialistes, je me dis il faut qu'il y ait des regards extérieurs, si on veut. Et moins scolaires. Et moins scolaires, et si on veut justement faire en sorte que le candidat ne soit pas pénalisé uniquement sur les problèmes scolaires. Valérie Sipali.
Baïmalani, sur cette question du grand oral précisément. Il y a plein de points. Alors pour le jury, par exemple, on a l'expérience du BTS, on a l'expérience des jurys de bac. Malheureusement, les professionnels et les universitaires ne viennent pas. Donc moi, je me réjouis de savoir que vous seriez volontaire, sénateur. Ah mais absolument. Mais globalement, ils doivent être présents et souvent, ils n'ont pas le temps de venir. Donc la troisième personne hors système éducatif, ça nous semble, pour faire passer 600 000 élèves, ça nous semble peut-être un tout petit peu risqué. Ensuite, ce qu'on constate, c'est des oraux, on en a plein déjà. Hein. On a l'oral de français, on a les oraux de langue vivante, on a les oraux de projet, on a les oraux de TPE. Mais alors et on constate, voilà, mais justement, si vous me laissez terminer, c'est pas nécessairement un problème, mais le bilan qu'on en fait, c'est qu'on a beaucoup de par cœur. Les oraux de français et de langue vivante, on a des élèves qui sont stressés, qui ont appris quelque chose par cœur, donc on teste pas vraiment l'argumentation, on a du mal à les sortir de ça. Et puis par ailleurs, la moitié des classes de seconde sont actuellement à 35 élèves de plus et plus. Le tiers des classes de première et de terminale sont à 35 élèves et plus. Ça, c'est un vrai sujet, la question des moyens et la question... Préparer des élèves à l'oral dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Donc il faut qu'on nous, les profs, on est des professionnels. On ne va pas juger un élève sur ses piercings. Je suis désolée, ça me choque même d'entendre ça. On connaît, on sait faire. Par contre, on va avoir du mal à évaluer un élève qui nous récite quelque chose par cœur, ou en TPE, un élève qui récite quelque chose que visiblement il n'a pas travaillé, qui est peut-être une production extérieure. Oui, l'oral, il est déjà présent avec les TPE, donc les professeurs... C'est ce que je vous dis. Oui, mais ce que je vous dis. Du coup, mais ce que je vous dis, c'est que justement, ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas, actuellement, c'est la préparation des élèves. Oui, où on voit que les élèves récitent du par cœur. Donc on a un souci sur la préparation des élèves et sur la manière dont les élèves le prennent en charge. Donc il y a un gros travail à faire dessus. Ça ne va pas de soi. Pour répondre à madame, si vous le permettez, pour la rassurer sur la participation des gens extérieurs, que ce soit les élus comme le monde socio-professionnel, ils viendront s'ils sont considérés comme des partenaires de la communauté éducative. C'est le vrai problème. Ne me dites pas que dans les BTS, les professionnels ne sont pas considérés comme des partenaires. Alors, l'une des grandes questions, c'est quand même de savoir si ce bac prépare oui ou non à la suite. Dans une interview à Paris Match la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer est revenu sur sa propre expérience de lycéen puis d'étudiant. Voilà ce qu'il déclare. Il y avait un fossé entre ce qu'on vivait au lycée et les grands amphithéâtres des universités, la façon d'enseigner. Le baccalauréat doit redevenir un tremplin efficace vers les études supérieures pour tous les lycéens. Il faut avouer qu'il n'y a aucune continuité entre le lycée et les études supérieures. Est-ce que c'est un argument que vous entendez, Thomas Lecor ? Mais je suis très content de savoir que j'ai exactement le même avis que Jean-Michel Blanquer là-dessus. On n'a pas le même mode d'application, c'est bien dommage. Alors effectivement, si on regarde cette réforme du lycée, elle va parfaitement s'emboîter dans le plan étudiant et Parcoursup. Mais la question, c'est la préorientation, justement. Les élèves, maintenant, à la fin de la seconde, vont être amenés à choisir des enseignements de spécialité qui vont les restreindre et qui vont être utilisés après comme des prérequis pour entrer dans telle ou telle université. La question, c'est ça. Est-ce que on y viendra à la sélection post-bac. Mais on se demande si le problème de ce nouveau lycée, de ce bac 2021, c'est de mettre encore plus qu'avant les élèves dans des cases et de les diriger encore plus fermement vers telle ou telle filière en fonction d'où ils viennent à la fin de la seconde. Quelques chiffres tout de même, preuve que le passage du lycée aux études supérieures se passe vraiment mal. Le taux d'échec relevé par l'OCDE. Près d'un tiers des bacheliers redoublent leur première année d'études et un quart d'entre eux arrêtent leurs études au bout d'un an. Est-ce que ce bac, oui ou non, peut changer cela ? Je l'espère, parce que les chiffres, vous venez de les dire, sont affligeants. Aujourd'hui, on a un système qui a été dévoyé, qui on retrouve dans les universités. Celles et ceux qui sont le moins préparés, puisque ceux qui avaient la filière S, qui était la filière, j'allais dire, la plus sélective. D'ailleurs, c'est un paradoxe, parce qu'on sélectionne par les maths, alors que les études internationales montrent qu'on est les plus mauvais en maths. Donc là, il y avait vraiment quelque chose... d'incohérent, en tout cas. Oui, mais c'est le plus facile. Les maths, c'est une science exacte. On monte à le niveau d'une équation et on élimine 20%. Donc aujourd'hui, au moins, j'allais dire, la fin des filières, ça va tout à fait dans le bon sens. On s'est privé de grands chirurgiens, de grands architectes, parce qu'on sélectionnait par les maths. On ne demande pas à un chirurgien de savoir résoudre une équation à 5 inconnus, on lui demande d'avoir les gestes précis. Et j'espère que là aussi, ça va dans le bon sens. Sophie de Tarlet, peut-être une réaction aussi à cette phrase d'Éric Charbonnier, qui est analyste à la direction de l'OCDE. On sort d'un baccalauréat très scolaire pour se rapprocher un peu plus de ce qui est demandé sur le marché du travail. Ça prépare aussi un peu plus à la suite et au marché du travail. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer, parce qu'on n'est pas vraiment prêt à rentrer sur le marché du travail après le bac. Mais c'est vrai que le grand oral, c'est vrai que c'est ce qui est demandé, du moins pour
réussir ses études supérieures. C'est quand même ça qu'on lui demande au bac. Pas forcément de trouver un emploi à la sortie, mais au moins de réussir son entrée. C'est vrai qu'il y a un énorme décalage entre le bac S, par exemple, et la classe préparatoire scientifique. Là, j'ai vu que dans le nouveau bac, par exemple, il y aurait un enseignement avec des maths beaucoup plus poussées. C'est vrai qu'il y a quand même, il y aura du droit, par exemple, pour des étudiants qui veulent faire du droit. Donc c'est vrai que plus adapté, moi aussi je l'ai vécu, le fait de sortir d'un bac avec un niveau en langue qui était absolument pas adapté à ce qui était pratiqué à l'université, par exemple, avec un anglais très pauvre et assez faible finalement. On a tous, peut-être vous avez des enfants avec un niveau en maths trop faible pour suivre par la suite. Même des élèves qui sortent de bac ES, hein, on ne parle pas de gens qui viennent de bac techno, qui vont en éco-gestion à l'université et qui me disent eh ben, je n'ai pas le niveau, je ne peux pas suivre, je ne comprends même pas les cours. Donc ça, j'en vois tous les jours. Il faut voir que le taux d'échec à l'université, ça va jusqu'à 60%. Donc c'est énorme. Alors quand je vois un élève qui sort de ES et qui ne suit pas en éco-gestion à la fac, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas le bon bac? Bah si, il avait le bac, c'était bon, mais il n'a pas été préparé. Ça fait beaucoup d'autoflagellation. Quand on regarde les chiffres, quand un élève entre à l'université, un étudiant, il a 80% de chances d'en ressortir diplômé. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas en 3 ans. Bah oui, mais c'est parce que c'est pas le chiffre qu'on appelle diplômé. Non, avec un diplôme minimum licence. Non, ce chiffre-là, c'est pas un chiffre en 3 ans. Parce que les étudiants se cherchent, parce que nos élèves sont de plus en plus jeunes. À une époque, on redoublait beaucoup. Maintenant, on n'a plus de redoublement. D'ailleurs, l'espérance de scolarité dans le second degré de nos élèves a diminué parce qu'ils ne redoublent plus. Moi, je trouve, à titre personnel, je trouve que c'est pas forcément un problème. Mais comme ils ne redoublent plus, ils sont très jeunes. C'est difficile pour eux de choisir une orientation. Mes élèves, chaque année, me disent j'ai fait une première de géographie. Finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. C'est pas ça ce que je veux faire. Ils vont dans une autre filière. Par ailleurs, pour les mathématiques, c'est sûr, on a un gros souci. Mais quand vous regardez les résultats des études PISA et TIMSS, nos meilleurs élèves français sont les meilleurs au monde. Donc on a une élite. On ne doit pas voir les mêmes études. Mais regardez, regardez le résultat de TIMSS et de PISA. Regardez le détail. Mais c'est le marathon New York. Le marathon New York, le temps de parcours a beaucoup augmenté ces dernières années. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez des mamies qui courent. Quand vous avez des mamies qui courent, ça fait baisser la moyenne de tout le monde. Les meilleurs sont toujours là. Notre problème en France, c'est pas les meilleurs élèves. On sait très bien faire des mathématiques avec eux. Ce sont les élèves des milieux populaires dont souvent les parents n'ont pas le bac et qu'on ne sait pas faire réussir au lycée. Nous, on dit que ce qui est proposé dans la réforme du lycée ne s'adresse pas à eux. On met en place des super maths, on met en place des maths de complément. Et qu'est-ce qu'on met en place pour les élèves des milieux populaires? Ceux qui ont des difficultés à l'université sont les élèves de la série technologique, rien n'est fait. Ce sont les élèves de la série professionnelle pour lesquels on manque de débouchés post-bac et il y a une demande sociale des familles qui poursuivent leurs études. La réforme du lycée de la voie générale, c'est gentil, mais ça ne répond pas du tout à ces questions de maths. C'est un peu facile de dire que tout est la faute des bacs technologiques, etc. Je ne dis pas que c'est la faute. Et des bacs S les bacs généraux, ont aussi un problème, et les bacs ES aussi. Tout à fait, mais ils réussiront à l'université en davantage que 3 ans. Ils réussiront à l'université en 4 ans sur leur licence. Il y a aussi un problème de pauvreté des étudiants actuellement. Oui, on va poursuivre cette discussion. Vous l'avez compris, il y a des questions qui se posent sur ce nouveau système Parcoursup pour l'accès à l'université. Hier soir, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire. Avant d'en débattre, le point avec Marie Brémaud et Loïs Grégoire. C'est bien parti pour Parcoursup. Députés et sénateurs ont réussi à trouver un consensus hier en commission mixte paritaire. Le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants permet aux universités une forme de sélection qui ne dit pas son nom. Mais c'est un des arguments qui a pesé dans la balance pour les sénateurs de droite. Tout le monde ne peut pas faire des études, tout le monde ne peut pas faire une formation trop longue et surtout, il faut chaque fois faire des formations, bien sûr, qui élèvent la connaissance, l'intelligence, le niveau des étudiants, mais il faut aussi faire des formations qui débouchent sur une insertion professionnelle. Désengorger les universités, encourager des voies alternatives plus pragmatiques avec plus de débouchés, voilà l'état d'esprit de ce projet de loi. L'exécutif a tout fait pour en coulisses favoriser le compromis entre les deux assemblées, aux grandes dames des élus communistes. Hier soir, le masque est tombé. La ministre nous répète depuis 3 ou 4 mois qu'il ne s'agit pas d'une loi de sélection. Et hier soir, tout le monde a convenu que c'était une loi pour instaurer la sélection à l'université. Il y avait urgence pour le gouvernement qui avait déjà pris le décret nécessaire à la mise en place de Parcoursup avant même la fin de la procédure législative. Thomas Lecor, vous nous dites vous aussi que c'est une sélection qui ne dit pas son nom, Parcoursup?
Évidemment, Parcoursup, par ses attendus, c'est une sélection qui ne dit pas son nom. Et puis pour faire le lien avec la réforme du bac, encore une fois, le fait d'avoir des enseignements de spécialité qui vont devoir être choisis dès la seconde, dès la fin de la seconde, et qui ne pourront être modifiés qu'avec l'accord des professeurs et du chef d'établissement, c'est le contenu de la réforme, eh bien ça montre bien qu'il y a une volonté du gouvernement de simplifier l'orientation le plus possible en mettant... Mais c'est déjà le cas avec les premières S et les terminales S quand on choisit une filière, c'est exact. C'est déjà le cas. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est déjà le cas qu'on peut rien faire. C'est pas parce que c'est déjà le cas qu'il faut rien faire de mieux. Moi, ce que je vous dis, c'est que avec Parcoursup, on met vraiment les élèves sur des chemins, dans des cases, et ils pourront pas évoluer ailleurs. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Jean-Claude Carle, puis Valérie Sipaï-Mélène. Arrêtons de se cacher derrière son petit doigt. La sélection, qu'on le veuille ou non, elle existe. Et aujourd'hui, c'est la pire des sélections. Dans un pays où le déterminisme social est total, on sait très bien que l'avenir scolaire d'un jeune, il est quasiment figé quand il fête son 7e anniversaire. Et c'est là tout le problème. La sélection, elle commence très tôt. Et le rôle de l'éducation nationale, c'est de retrouver, j'allais dire, son rôle de républicain, c'est d'assurer l'ascenseur social, ce qu'elle ne fait plus depuis de nombreuses années. Il ne faut pas attendre le lycée, il ne faut pas attendre le bac. Et on est victime d'un discours, le diplôme protège. C'est tout à fait vrai, mais à quel prix et à quel coût? J'ai dans ma commune un CFA qui prépare aux préparateurs en pharmacie. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce CFA? Des jeunes filles qui ont fait 1, voire 2, voire 3 années de faculté, voire de médecine, et qui viennent. Est-ce que il n'y aurait pas mieux valu les orienter avant, vous voulez dire. Les orienter, je ne dis pas sélectionner, les orienter avant, car je pense qu'il vaut mieux aller vers des parcours plus itératifs. Vous avez des bacs dont l'objectif, c'est l'insertion professionnelle. Je crois qu'il faut garder cet esprit en donnant l'assurance aux jeunes que s'il s'est trompé d'orientation ou s'il veut continuer, il pourra le faire. Et on a un outil aujourd'hui qui s'appelle le chèque formation. Donc, utilisons ça, mais arrêtons de se retrancher derrière ce discours, le diplôme protège. Oui, à quel prix? D'un gâchis humain et financier énorme. Mais c'est bien, vous parlez de déterminisme social, mais vous êtes en train de dire que justement le rôle de l'école, c'est de permettre à ces filles d'ouvriers, ces filles d'employés, d'aller vers un CFA plutôt que d'aller vers des grandes études. Vous êtes en train de légitimer le système totalement. Pas du tout. Mais pas du tout. L'exemple, c'est même l'inverse. Je dis que ces jeunes qui ont sans doute peut-être, et c'est pas lié uniquement à l'origine sociale, mais qui ont, j'allais dire, une intelligence plus concrète, qui sont mieux aptes à capter certaines matières, qu'on les oriente là. Mais quand vous savez elles ont perdu leur temps, vous voulez dire, à aller tenter quelque chose. Mais bien sûr, on se réfugie derrière ce discours, le diplôme. Puis faire 1 an ou 2 de fac pour rien, redoubler, etc., ça coûte cher à la famille. Et c'est peut-être décourageant. C'est décourageant, ça coûte cher. Moi, j'ai du mal à entendre que vous me disiez que ces filles de milieu social défavorisé ont une intelligence concrète. Mais j'ai pas dit ça, c'est l'inverse. C'est ce que vous venez de dire, monsieur Carle. C'est ce que j'ai entendu. Mais non, madame, je vous ai dit que c'était pas lié uniquement à l'origine sociale. C'est l'origine sociale y est pour beaucoup. Ces jeunes n'ont pas la chance d'avoir un environnement social, un environnement culturel qui leur permet. Mais c'est à l'école de leur donner cette chance-là. Par contre, on est bien d'accord. L'école, elle leur donne pas. L'école, elle leur donne pas. Quand le jeune sort du cours moyen pour rentrer en 6e, 30% ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et ceux-là, ils sont malheureusement issus des couches sociales défavorisées. J'ai une question, Valérie Sipaï-Mélène. Qu'est-ce qu'on a contre l'idée de sélection? Qu'est-ce qui est gênant dans cette idée de sélection, sachant que ça peut aussi booster, motiver peut-être des élèves, ça peut être un moteur? Oui. Ce qui nous gêne, nous, c'est par rapport à la tranche d'âge. Alors là, pour Parcoursup, par exemple, on a un souci, c'est que les règles du jeu ont changé pendant le jeu. Moi, j'ai des élèves de première qui n'ont pas accès à l'option maths dans mon lycée, elle n'a pas été ouverte, et ils voulaient faire de la psycho et du droit, ils sont barrés. Ils sont barrés dès octobre de première et c'est pas rattrapable. Donc ça, c'est injuste. Ensuite, ce que on constate avec nos élèves de seconde, première, terminale, c'est qu'ils se cherchent. Ils n'ont pas la maturité pour décider dès la seconde de ce qu'ils vont faire à l'université ou par la suite. Et finalement, on le voit bien, les élèves qui sont les plus choyés à la maison, ceux des milieux aisés, ils vont aller vers une classe préparatoire probablement où ils retardent encore un petit peu les choses. Parce qu'ils sont mieux conseillés par les parents? Parce qu'ils sont mieux conseillés et donc ils retardent un petit peu le moment des choix. À l'université,
cadrés. On est obligé de choisir des filières qui sont quand même un tout petit peu plus cadrées. C'est moins facile. Et donc, ça reste... et c'est les élèves des milieux populaires qui sont le moins encadrés, qui ont le plus de difficultés à faire des renoncements, c'est ceux-là qu'on somme de choisir. C'est pour ça, la sélection en tant que telle, peu importe, mais le moment de la vie où elle s'exerce, c'est pas le bon. Donc là, pour vous, le problème, du coup, c'est plutôt ce qui est proposé à l'université qui ne correspond pas forcément à ce que veulent les familles, c'est-à-dire un enseignement monomatière, etc., où ils doivent en effet faire de renoncements et faire des choix. Je veux faire une licence de géographie, etc. Mais c'est très difficile pour les jeunes des milieux populaires. Mais exactement, c'est pour ça que je vous dis que la réforme du bac et du lycée telle qu'elle est prévue, elle est hors sujet, elle ne répond pas à cette question-là. Il nous reste 30 secondes. Parce qu'elle ne va pas aider les élèves des milieux populaires à améliorer leur orientation. Ce qu'il faut vraiment travailler, c'est la question lycée supérieur. Et de ce point de vue-là, la réforme Parcoursup, elle est mauvaise. Madame, faisons en sorte qu'on les somme pas de choisir. Pour qu'on les somme pas de choisir, il faut qu'ils maîtrisent les fondamentaux à la sortie du primaire. C'est là le vrai enjeu. On est d'accord, mais là, on n'est plus du tout sur la réforme du lycée et du bac. On est bien d'accord avec vous. On a toujours accompagné, d'ailleurs, la réforme du primaire, la priorité au primaire. Mon syndicat n'a jamais rien dit là-dessus. Eh ben, on va peut-être s'arrêter sur ce point d'accord. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Michaël Darmon à Guillaume Duval. Nous allons notamment revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier soir lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle. Plusieurs de ses propos posent question. On va en débattre dans un instant. D'abord, retour sur cette intervention avec Julie Hulin. 2 heures passées face aux 120 journalistes de l'association de la presse présidentielle. De ce moment, seulement quelques photos volées affichées sur les réseaux sociaux. Hier soir, la règle était stricte. Pas de caméra, pas de micro, pas de tweet, mais aucun sujet tabou. À commencer par les affaires Nicolas Hulot et Gérald Darmanin qui fragilisent le gouvernement. Emmanuel Macron affirme qu'il n'était au courant de rien et met en garde les contre-pouvoirs contre l'instauration de ce qu'il nomme une république du soupçon. Sur la situation économique et sociale, le président maintient son cap, coûte que coûte, demandant une nouvelle fois de la patience et renvoyant à 2020 pour les résultats. Mon fil rouge, c'est le travail. La meilleure bataille pour le pouvoir d'achat, c'est le retour à l'emploi. Mais j'ai toujours dit que ça prendrait du temps. Mais à culpa en revanche concernant les SDF et la promesse qu'il n'y ait plus personne dans la rue. On a échoué car il y a des publics fragiles qui sont en dehors des politiques publiques et il y a eu une forte pression migratoire en fin de trimestre. Après 9 mois passés à l'Élysée, les journalistes l'ont enfin interpellé sur l'épreuve du pouvoir. Je n'oublie pas d'où je viens, je ne suis pas l'enfant naturel de temps calme de la vie politique. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, une effraction parce que la France était malheureuse et inquiète. Si j'oublie cela, ce sera le début de l'épreuve. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Michaël Darmon, éditorialiste à Sud Radio. Merci à vous d'être ici. Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique. Merci à tous les deux. On vient de l'entendre, cette phrase très marquante dans cet entretien d'Emmanuel Macron. Je n'oublie pas d'où je viens. Je ne suis pas l'enfant naturel de temps calme de la vie politique. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, une effraction parce que la France était malheureuse et inquiète. Que veut-il dire? Il joue la carte de l'humilité, Michaël Darmon? Non, il rappelle les conditions politiques dans lesquelles il a été élu, c'est-à-dire ce qu'on a nous appelé le dégagisme, appelé la destruction des partis politiques classiques, et le fait qu'effectivement cette France malheureuse et inquiète qu'il le qualifie était celle qui était pour partie prête à voter pour donc Marine Le Pen. Donc il admet un fait simplement. Il rappelle simplement que je suis pas venu dit-il, dans des conditions normales, donc je suis fondé dans son esprit à imposer également peut-être un programme un peu exceptionnel eu égard à la situation. En tout cas, c'est son credo. Guillaume Duval? Oui, je crois vous parliez d'humilité, je pense qu'il rappelle quand même que les conditions sont très instables et restent très instables politiquement, qu'il n'y a pas vraiment de parti derrière lui. Il y a un mouvement, mais qui est en train de se former. On ne sait pas bien ce qu'il en restera au bout du compte sur le terrain. Et il a du mal à se compter. Dans les dernières élections partielles, ce n'était pas un grand succès. Donc il rappelle qu'il est arrivé un peu par hasard au pouvoir. Et c'est bien qu'il s'en souvienne, parce que c'est vrai qu'il pourrait être un peu grisé par les 6 premiers mois où il a fait des choses qui étaient un peu osées, qui paraissaient risquées politiquement et qui se sont bien passées pour lui. C'est vrai que là, son gouvernement a dégoupillé tout un tas de grenades. En même temps, au début de l'année, on peut avoir le sentiment qu'il est un peu grisé par le pouvoir et par le succès de ses premiers mois. Mais donc, il prétend que non. On verra bien dans les prochaines semaines. Il y a un autre sujet sur lequel il a eu des propos assez surprenants, c'est la Syrie. Le chef de l'État nous dit, je le cite, si la France a des preuves avérées que des armes
armes chimiques proscrites sont utilisées contre des civils en Syrie, nous frapperons. Dès que la preuve sera établie, je ferai ce que j'ai dit. Cette phrase a évidemment été très commentée, et notamment ce matin par le porte-parole du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, Boris Vallaud, invité de Territoire d'Info. Il approuve cette position d'Emmanuel Macron. Écoutez. Il revient à une position constante de la France dans sa relation avec le régime syrien et avec Bachar el-Assad. Moi, j'ai continuellement dit que l'avenir de la Syrie, ce n'était pas Bachar el-Assad. Ce n'était pas un homme qui avait massacré son peuple. Ce n'est pas un homme qui utilise des armes chimiques. Donc si le président de la République est sur cette ligne, je crois que ce sera la mienne aussi. Mickaël Darmon, vous y voyez un revirement d'Emmanuel Macron Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il s'inscrit dans une analyse de fermeté, mais qui avait prévalu lors du dernier quinquennat. Mais ce que dit aussi ce matin Boris Vallaud ici sur votre antenne, c'est que au fond, lui, il veut amener Macron dans la logique de François Hollande. Sauf qu'en disant on frappera, oui. Il est en rupture avec François Hollande, parce que François Hollande a aussi reculé quand Obama a reculé. Lâché par Obama. Donc à partir de là, il lui dira, quelles que soient les circonstances, moi je ne vais pas être dépendant d'un grand allié, j'irai et la France frappera. Et de cette manière-là, il envoie quand même une pierre dans le jardin de François Hollande, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce stade quand même de son quinquennat, il faudra encore attendre peut-être quelques mois avant que ça ne s'efface, il est encore bien souvent en réflexe d'effacer ce que faisait son prédécesseur. Il se pose en anti et là, je pense que ça participe, cette analyse participe également de cette démarche. Sauf que le pari est risqué parce que, pardon, mais est-ce qu'on ne les a pas déjà, les preuves que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques contre les civils? Je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions, mais c'est ce qui me semblait avoir compris de ce qui avait été dit, en particulier par les gens des Nations Unies, je crois, sur ce sujet-là. Oui, plusieurs rapports ont été écrits sur le sujet. Donc oui, mais d'un certain côté, c'est vrai que c'est une rupture avec son discours des derniers mois, dans la mesure où, effectivement, ces derniers mois, la rupture avec François Hollande consistait à plutôt se rapprocher de Bachar el-Assad, considérer que c'était un interlocuteur normal avec lequel on pouvait négocier normalement et envisager éventuellement d'ailleurs son avenir dans la Syrie future. Là, il rappelle à juste titre qu'il y a quand même des choses un peu particulières qui se sont passées en Syrie. Il n'y a pas que ça, il a massacré de manière aussi très classique des centaines de milliers de personnes, y compris dans ses prisons, etc. Mais c'est vrai que la question de l'usage des gaz, qui est interdit depuis maintenant très longtemps dans les conventions internationales, est une rupture majeure par rapport à l'ordre international. Et sur ce plan, c'est bien qu'Emmanuel Macron prenne acte que finalement, c'est pas quelqu'un de normal avec lequel on peut négocier classiquement. Mais c'est vrai que hier, quand il évoque ça, il évite de parler de Bachar el-Assad. Il dit dans sa phrase complète nous frapperons là où les choses ont été envoyées, où le gaz a été utilisé. Et ensuite, quand il parle des évolutions diplomatiques, il rappelle qu'il faut créer une réunion, qu'il faut avoir une voie diplomatique. D'ailleurs, il a appelé aussi à l'appel d'une réunion sur la Syrie, qu'elle soit à Paris ou ailleurs, avec également la possibilité d'envisager un avenir politique pour Bachar el-Assad. Donc il ménage, en fait, il fait un peu en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois on va montrer qu'on est ferme, mais on garde la possibilité d'avoir une voie diplomatique. Et il a eu cette autre déclaration très remarquée, celle qui concerne le service national universel. Le chef de l'État a tranché, il le veut obligatoire pour une durée allant de 3 à 6 mois. Réaction de la sénatrice LR des Français de l'étranger, Joëlle Garriaud-Mellam. Ce service militaire universel est une belle idée, mais à condition d'en avoir les moyens, dit-elle. Aujourd'hui, c'est complètement utopique, chimérique et cela irait à contre-courant de nos propres intérêts et de ceux de l'armée. Est-ce que c'est une décision irresponsable de lancer ce service national obligatoire, Guillaume Duval ? D'un point de vue budgétaire, évidemment. Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'il a été élu sur le thème j'ai promis ça, je vais le faire, etc. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis quand même. Donc là, sur cette question-là en particulier, je pense que ce qui vient d'être dit par la sénatrice LR me paraît justifié. Autant que je sache, les militaires ne sont vraiment pas demandeurs, ils ne sont vraiment pas en situation d'accueillir tous ces jeunes
dans des bonnes conditions. C'est vraiment s'accrocher à un symbole qui n'est pas forcément très utile. Il y a d'autres manières, je pense, d'avoir un peu le même genre de fonction d'intégration des jeunes. D'abord se concentrer évidemment sur l'école, puisque normalement c'est son premier rôle. Donc investir davantage dans l'école plutôt que de construire des usines à gaz qui auront sans doute peu de chances de marcher bien. L'armée est contre, mais 6 Français sur 10 y sont favorables, Michaël Darmon. Donc c'est ce qu'il va regarder en premier. Que l'armée soit contre, quelque part, ça ne va pas le déranger parce qu'il a déjà montré à quel point, quand l'armée était contre, il rappelait l'organigramme et les priorités. Donc, de ce point de vue-là, ça ne lui pose pas de problème. Il a aussi, je crois, expliqué à l'armée dans la nouvelle, parce que ça intervient quelques jours après, la nouvelle trajectoire budgétaire qui a été expliquée donc, à l'armée, avec justement la réaffectation de moyens qui peuvent donc changer la donne. C'est vrai qu'il peut avoir des difficultés à mettre ça en œuvre, mais la volonté qu'il a donnée dans la campagne, le fait qu'effectivement les Français ne soient pas opposés, vont lui permettre très certainement de montrer qu'il est complètement à contre-courant ça rentre dans sa mécanique habituelle maintenant qu'on voit assez régulièrement, de la rupture avec les modèles supposés dits anciens. Voilà, on fait à chaque fois qu'on lui oppose, on n'a jamais fait comme ça, c'est pas possible. C'est justement là que ça va se faire. Et c'est là qu'il y va. C'est un mode de fonctionnement. Tout de même, au-delà des questions de promesses de campagne ou de financement, l'intérêt est peut-être aussi social. On a relevé, pour l'anecdote et un peu pour sourire, les propos de Jean Dujardin dimanche soir sur TF1. Il nous dit « Le scoutisme et l'armée sont les 2 moments où j'ai commencé à exister ». Il y a peut-être aussi une volonté d'avoir un vrai effet sur les jeunes, la cohésion nationale. Oui, mais justement, c'est là où je rappelais la question de l'école. Enfin, normalement, on a des institutions qui devraient être utiles et servir à cela. Je ne pense pas que l'armée... il y a des formes de management un peu particulières dans le contexte militaire qui ne sont pas forcément favorables à une bonne intégration de citoyens conscients, qui critiquent, qui discutent, etc. etc. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Bon, il y a le service civique, il y a d'autres moyens qu'on peut éventuellement développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact militaire de la chose est quand même nul. L'impact citoyen, bon, le geste peut avoir un sens, mais je pense qu'il y a d'autres institutions qui pourraient le faire dans des meilleures conditions. Dernier sujet sur lequel je voudrais vous interroger ce soir, c'est le cas d'Anne Hidalgo. La maire de Paris est devenue la cible privilégiée de la droite et de l'extrême droite. Il suffit de regarder les unes de presse d'opinion. Anne Hidalgo, reine des bobos, reine du chaos, dit Valeurs Actuelles. Embouteillage, propreté, logement, Anne Hidalgo, l'échec, titre Le Figaro. Anne Hidalgo qui est justement l'invitée d'Hélène Risser dans Déshabillons-les sur Public Sénat, qui sera diffusé samedi prochain à 15h et à 22h. Et elle assure qu'elle a le soutien d'Emmanuel Macron, en tout cas sur les questions environnementales. Je pense qu'il apporte quelque chose, alors lui il appelle ça sûrement disruptif, en tous les cas il apporte quelque chose qui est que oui, il y avait quand même un certain nombre d'éléments ou un peu poussiéreux ou un peu archaïques dans le fonctionnement ou de nos institutions, ou de notre système global. Donc ça c'est plutôt positif, même si il y a des points sur lesquels je reste un peu à distance. Sur l'écologie, là je pense qu'il y a effectivement chez lui une prise de conscience qu'il n'avait pas au moment où il est en campagne et où il devient président de la République. Je pense qu'il a eu une influence très positive et qu'aujourd'hui, le président de la République, et notamment ce qu'il a fait en France et à l'échelle internationale, est vraiment un leader sur les questions justement de changement climatique. Michaël Darmon, on sent quand même qu'elle cherche un petit peu ses mots pour ce qui est de qualifier sa relation avec Emmanuel Macron. On se doute bien que c'est un petit peu plus tendu que ce qu'elle veut bien décrire. Là, le sous-texte, c'est surtout ne pas envoyer de candidats en marche aux élections municipales. C'est ça. Pour la bataille, pour les municipales. Absolument. Pour 2020, 2021, on verra. Mais on voit bien le changement de cap. On se souvient quand même au moment de la bataille de l'ouverture du dimanche, j'en ai rien à battre, évoquant donc Emmanuel Macron, qui au même moment est élu chez Jeanne d'Arc. On a vu le début de son quinquennat très tendu entre les deux, et puis on a vu le changement effectivement d'attitude avec un terrain commun qui est celui du climat. Il y en a un autre, c'est celui également des Jeux Olympiques. C'est un événement qui, pour les deux, à la fois Macron et Hidalgo, c'est un événement de deuxième mandat pour les deux.
Et donc, ils vont devoir passer donc la haie de cet obstacle pour eux, chacun dans son année, pour pouvoir arriver à être... Ils sont un petit peu obligés de s'entendre. Ah ben, et ça peut poser quand même les cas d'un accord politique. On va voir, parce que la vie toujours politique est pleine de surprises. Mais en tout cas, si elle veut être la mère des Jeux et lui le président des Jeux, ils vont peut-être devoir trouver un accord. Guillaume Duval. Oui, enfin donc la politique que mène Anne Hidalgo à Paris est très classique. Enfin, je veux dire, tous les maires de grandes villes essayent de limiter fortement la place de la voiture en centre-ville, etc. Bon, il y a un problème particulier qui se pose à Anne Hidalgo, mais qui se pose aussi à Emmanuel Macron, c'est la taille de Paris qui est trop petite, la question de la métropole qui est toujours pas réglée, la question donc du Grand Paris et du système de transport qui doit l'accompagner. Donc là-dessus, c'est un défi au moins autant pour Emmanuel Macron que pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle fait son boulot dans la mairie. La question de trouver une solution pour la métropole parisienne et de la remettre en route économiquement en termes de dynamisme, d'inégalité sociale, d'amélioration des transports, etc. C'est beaucoup plus la tâche d'Emmanuel Macron et la difficulté d'Emmanuel Macron que celle d'Anne Hidalgo. Alors après, oui, le contexte politique est celui qui a été décrit et Anne Hidalgo essaye manifestement de se raccommoder avec Emmanuel Macron pour éviter ce qui a été évoqué. Oui. Vous nous dites, elle fait son travail et en gros, tout le monde essaye de l'imiter. Tout de même, dans sa propre famille politique, sa popularité est en chute libre. On va garder ce sondage Elab. Elle ne recueille plus que 18% d'opinions favorables parmi les sympathisants de gauche. En 9 mois, elle est passée de 35% à 16% d'avis positifs chez les franciliens. Et point intéressant, elle a perdu 12 points depuis le début du mandat Macron. Oui, parce que d'abord, il y a un transfert important d'électeurs dits socialistes ou sympathisants de la gauche chez Emmanuel Macron, en particulier en Ile-de-France et à Paris. Ça, tout le monde le constate dans tous les arrondissements. Et puis elle soulève du mécontentement. Elle soulève du mécontentement. Elle s'est évidemment aussi aliénée une partie de son parti, de sa famille traditionnelle, parce qu'elle envoie sans arrêt des messages en disant je ne veux plus rien avoir avec cette famille-là, avec ce parti. Mais également, et c'est en ça où au fond c'est intéressant, parce que les deux sont un peu dans des épures un peu similaires. On constate qu'effectivement, elle crée beaucoup de mécontentement parce qu'elle est engagée dans une profonde opération de transformation d'un territoire, en l'occurrence la capitale, effectivement comme on le voit dans beaucoup de villes-mondes, c'est-à-dire limiter les transports, changer, se mettre en infrastructure et attendre qu'il y ait une réorganisation à une échelle métropolitaine plus importante, qui effectivement a beaucoup de mal à se décider. Encore ce matin, on m'expliquait du côté d'Emmanuel Macron que les décisions étaient totalement arrêtées pour l'instant sur la réflexion sur la métropole, parce que Emmanuel Macron n'arrivait pas à voir le sens qui se dégageait de toutes les propositions qu'on lui faisait. Donc c'est effectivement une décision très importante qui doit arriver. Et elle, pendant ce temps-là, Anne Hidalgo, elle veut changer le mode de fonctionnement et d'organisation de Paris. Bien évidemment, ça fait énormément de mécontents. Et en plus, elle ne le fait pas avec un sens de la communication absolument inné à l'égard des Parisiens. Et on est obligé de s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Philippe Torreton, le comédien, publie « Nous qui sommes devenus le mauvais temps ». C'est un ouvrage coup de gueule contre notre société. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Chaque semaine, je vous retrouve dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat pour donner la parole à ceux qui font vivre la littérature. Olivier Guès, vous êtes l'auteur de La disparition de Joseph Mengele. Mais moi, je l'ai connu, Mengele. Vous l'avez connu? Bien sûr. Tous les déportés l'ont connu. On a tous été sélectionnés par lui. Mais c'est une ordure. Mais c'est un salopard. L'une des choses les plus étonnantes avec Mengele, c'est que la plupart des SS étaient ivres-morts en fait pour aller sur la rampe. Ils avaient du mal, c'était quand même compliqué pour la plupart d'entre eux. Mengele, lui, était toujours sobre. Il était toujours impeccable, il sifflotait des airs d'opéra. Il y avait une espèce de jouissance extrêmement malsaine à voir. Je n'ai jamais entendu chanter des airs d'opéra. C'est ce que plusieurs survivants ont J'ai raconté. vu nous faire ouvrir la bouche. Non, moi je ne peux pas parler de Mengele, c'est la pire des ordures. J'ai été sélectionnée par lui, nue, devant lui. Livrez-vous, vendredi à 22h sur Public Sénat. De
retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et nous recevons ce soir Philippe Torreton. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédien, écrivain et vous publiez ce livre, Nous qui sommes devenus le mauvais temps. Dans ce livre, j'explique un petit peu pour le téléspectateur, vous mettez en scène des anonymes dont la fonction, le métier vous sert à dresser un constat, plutôt négatif d'ailleurs de notre société. L'instituteur, la mère de famille infirmière, le détenu, le juge d'instruction, la caissière, on va y venir. Je voudrais d'abord revenir sur la tonalité de ce livre. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu le sentiment que c'était un énorme coup de gueule contre la société dans laquelle on vit, contre l'homme et ses pratiques. Je vous écrivais même « Nous tuons et nous savons, tout ce que nous faisons tue ». Vous êtes en colère contre l'homme moderne, contre notre société? C'est le côté coup de gueule, je le revendique pas tellement parce que au contraire, c'est un long travail. Un coup de gueule, c'est instantané, c'est brutal. Et là, je trouve plutôt doux ce livre. Oui, ça peut paraître paradoxal. Je vous crois sur parole, je vous crois sur les intentions. Mais je me mets à l'écoute. C'est comme si j'étais le confident de certaines personnes. Donc j'ai recueilli ça, cette parole-là, en la cherchant, parfois en l'inventant, mais en me servant de choses qui sont avérées. Tout ce qui est écrit est avéré. Enfin, mais c'est oui, je pense qu'il y a c'est un regard lucide, en tout cas. J'essaye et effectivement, c'est un livre qui tend à passer tout le temps du macro au micro. Voilà. Et c'est très troublant quand on fait ce va-et-vient là. Je parle de coup de gueule parce que les mots sont quand même forts. Hein. Vous dénoncez, je vous cite, l'inextinguible soif de développement chez l'homme. Mais est-ce que ça ne fait pas tout simplement partie de la nature? Et en hurlant contre l'homme, vous hurlez contre la nature, contre un état de fait contre lequel on ne peut rien? Non, parce que l'homme a un cerveau, donc il devrait pouvoir normalement corriger certaines tendances. C'est le but de la civilisation. Et là, nous sommes dans une autodestruction. Clairement, il y a des tas de scientifiques qui l'ont formulé, qui l'ont théorisé. L'instinct de mort. Je pense que c'est pas un instinct de mort, c'est une soif. Il paraît que Homo sapiens sapiens, dès l'origine, a tout prélevé. Il y a eu déjà des pénuries, il y a des milliers d'années. On a tout bouffé, on a tout croqué, on a tout brûlé. Et on continue, sauf qu'on est beaucoup plus nombreux et on a des moyens de destruction qui n'ont rien à voir avec l'origine de Homo sapiens sapiens. Donc ça fait les dégâts qu'on sait. Et le président Macron disait à juste titre, nous avons passé le cap de l'irréversibilité de certains désastres écologiques. Alors parlons un peu justement de vos personnages. Lorsque vous êtes dans la peau de l'instituteur, vous écrivez à propos des enfants « Je vois la télé allumée en permanence dans leurs yeux, leurs petites joues déjà gonflées par la bouffe qui rend gros, l'abandon pendant les apéros des parents. » Quel tableau noir de l'enfance et quelle sévérité avec les parents. Oui, mais il y a une forme d'abandon qui est juste de ne pas s'occuper. C'est-à-dire qu'éduquer, c'est compliqué. Éduquer un enfant, c'est accepter de ne pas être populaire vis-à-vis de son enfant. C'est contrer des instincts. C'est non, tu n'ouvres pas la porte du frigo. Non, tu ne regardes pas la télé. Non, tu poses le téléphone portable. Non, tu le prends pas. Il y a des tas, on voit en ce moment les dégâts que font les tablettes sur le psychisme des enfants, les tablettes numériques, oui. Et les parents ne savent plus dire non et n'osent plus frustrer leurs enfants. Je pense, enfin, des parents qui s'en sortent bien, hein, mais il y a une tendance à se débarrasser. Finalement, c'est pratique. Un enfant qui passe 2 heures devant un écran, bon, ben voilà, on n'a pas besoin d'être derrière lui, à lui faire une activité, à l'emmener ailleurs, à parler avec lui, à jouer avec lui. Et tout ça est très destructeur. Donc oui, il y a certains progrès, notamment en smartphone et autres, ont développé l'abandon, l'ont accentué. Alors il y a aussi l'infirmière qui est mère de famille, qui regrette justement de ne pas avoir assez de temps pour ses enfants, pour les écouter, ni d'avoir la tête à cela, justement parce qu'elle pense trop à ses problèmes au travail, c'est-à-dire à l'hôpital. Vous diriez que nos métiers aujourd'hui tuent nos familles, tuent le lien familial ? Je pense que la France est assez en retard par rapport à ça. Je trouve qu'il y a des démocraties, notamment du nord de l'Europe, qui ont beaucoup plus intégré les problèmes de famille. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, vous voulez dire ? Actuellement, avoir un enfant pour deux personnes qui travaillent, qui sont en couple, c'est un problème.
c'est inimaginable que ce soit un problème. C'est une logistique, c'est une C'est organisation. une chance pour un pays, la natalité. Donc ça ne devrait pas être un problème. Une femme enceinte, c'est compliqué. Encore aujourd'hui, on est en 2018 et c'est compliqué. Ça fait baisser les bras. Et ça l'est presque de plus en plus, ouais. Et tant qu'on n'aura pas une parfaite égalité homme-femme de ce point de vue-là, et moi, ce que je prône, mais visiblement, j'en entends pas parler, c'est comment dire, le congé parental. Congé paternité obligatoire ? Obligatoire pour les deux et en même temps. On commence à en parler. Voilà, on commence à en parler, mais voilà. Sur le système de santé français, vos mots sont très forts là aussi. Je vous cite toujours. Il faudrait nommer à la santé que des hauts fonctionnaires qui ont dû se faire soigner un cancer. Ils comprendraient alors qu'économiser sur la santé est un suicide social organisé. C'est la victoire de la calculatrice sur le cœur. Vous dites les choses sans détour, sans filtre. C'est comme ça que c'est dit dans certains blogs d'infirmières, quand on interroge les gens. C'est réellement dit comme ça. Et il y a réellement, régulièrement, des gens qui se font opérer et qui n'en reviennent pas du dévouement. Qui le savaient, mais en le vivant, ils s'en rendent compte. C'est pour ça que je dis ça. Et je pense qu'effectivement, les métiers de la santé sont des métiers évidemment, comment dire, exposés à la douleur humaine. Et exposé au sacrifice. Comment faire grève quand on est infirmière? C'est presque pas possible. Et on en joue de ça, politiquement. On sait très bien que les 550 000 infirmières vont pas arrêter le travail demain. Elles sont trop professionnelles et bien conscience sûr. professionnelle. Et trop humaines, forte. tout simplement humaines. Expliquez-nous un petit peu plus précisément justement comment vous les avez construits, ces personnages. Vous lisez la presse, vous êtes, j'imagine, très informé. Oui. Vous avez recueilli des témoignages, un peu comme un journaliste. Comment vous avez procédé? Oui, exactement. Un journaliste sédentaire, disons. Je me suis servi de tout ce qui existe maintenant. Peut-être que ce livre sans Internet n'aurait pas été possible, mais je passe ma vie à me documenter, à m'interroger, à aller chercher l'information. Je lis constamment plusieurs journaux, des magazines, des livres. J'interroge à chaque fois que je fais des rencontres dans ce métier, politique, juge, etc. J'interroge. Et puis il y a ma filmographie aussi qui parle. On ne fait pas présumer coupable et sans avoir quand même un background judiciaire, en tout cas une idée sur certaines dérives judiciaires. C'est ça qui fait de vous le pareil. comédien politique que vous avez décrit. Vous vous êtes qualifié vous-même de comédien politique. Ça manque aujourd'hui dans la société, des artistes engagés, des artistes comme vous? Moi, je me sens bien seul, oui. Je me sens bien seul, mais ça manque pas forcément uniquement chez les artistes, ça manque partout. Je pense que la politique, c'est nous. C'est tout simplement nous. S'il y avait une leçon à retenir de ce bouquin, c'est ça. C'est à nous, ça nous appartient. Donc, pourquoi il y a ce déficit de prise de parole des artistes ou d'autres d'ailleurs? Par rapport aux artistes, parce que le métier est très compliqué. Souvent, il est lié à l'argent, donc vaut mieux arriver à un certain stade de notoriété, ne pas faire de vagues, de façon à pouvoir vendre ses DVD, passer sur certaines chaînes et puis continuer à avoir des amitiés. Il y a une sorte de... comment dire, le succès appelle à un politiquement correct. On le voit, tous les comiques qui réussissent sont insolents au début, percutants, terrifiants, même sur les plateaux télé, subversifs. Et puis, passer un certain stade de notoriété, c'est plus rien. Voilà, c'est des phrases creuses, c'est voilà. Il n'y a plus de sève. Pourquoi ne pas franchir un cap supplémentaire et s'engager en politique pour de bon? Alors, Vous y avez pensé? Je l'ai fait en 2007 en étant conseiller municipal parisien. J'ai démissionné 2 ans et demi après parce que je n'arrivais pas à tout gérer. Mon métier, les tournées théâtrales, les films. Il n'y a pas eu une once de déception dans l'engagement politique? C'est pas aussi pour cela que vous avez arrêté? Alors oui, j'étais un peu déçu de voir que finalement on m'écoutait en souriant, en faisant oui, tu as raison, et après il n'y avait rien. Donc ça, c'était assez épuisant. Mais je me dis, mais ça, c'était le jeu. Voilà, c'était à moi de trouver la force, l'énergie, le temps pour faire que ces oui un peu complaisants deviennent des oui de soutien et de... Et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai pas envie d'accuser les autres de ne pas m'avoir écouté. Moi, je n'ai pas trouvé l'insistance de ça.
Donc le jour où j'y retournerai, c'est que je me dégagerai de certaines choses et que mais il faut que ça en vaille la peine. Donc vous y retournerez? J'exclus rien. J'aimerais bien. De toute façon, on n'écrit pas nous qui sommes devenus le mauvais temps en n'ayant pas envie de rendre ça plus concret. Donc je n'exclus rien. Y compris de ne pas le faire, mais c'est peut-être un engagement politique à venir de Philippe Torreton. Merci infiniment d'avoir été notre invité dans cet entretien. Vous venez de rappeler le titre, mais je vais le rappeler à nouveau. Nous qui sommes devenus le mauvais temps, aux éditions du Cherche Midi. Et je vous laisse partir au théâtre puisque vous jouez ce moment, je le rappelle, dans Bluebird au Théâtre du Rond-Point. Et c'est jusqu'au 4 mars. Merci encore Philippe Torreton. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour toujours plus d'infos. L'invité de Territoire d'Info demain matin, c'est Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez au cœur du débat.